Sophie Dubois est entrée dans l'ascenseur, la tête baissée, les yeux encore rougis. Camille et Manon l'ont suivie de près, éclatant de rire. « Sérieux, tu n'as jamais été embrassée ?» a lancé Camille. « À 24 ans ?» Manon a achevé. « Tu es vraiment vierge ou tu nous mens ?» Sophie a explosé. « Oui, je suis vierge, vous êtes contente. Je n'ai jamais eu de temps pour ces choses-là. J'ai toujours dû travailler, étudier, survivre toute seule. » Le silence était soudain et coupant. Au fond de l'ascenseur, Adrien Delacroix a retiré ses écouteurs. Il avait tout entendu. Les portes se sont ouvertes. Camille et Manon sont sortis précipitamment, visiblement gênés. Adrien a appuyé sur le bouton d'urgence. L'ascenseur s'est immobilisé. « Croyez-vous vraiment que cela vous rende moins précieuse ?» Sophie s'est figée. Ses yeux se sont écarquillés en reconnaissant l'homme devant elle. Adrien Delacroix, le PDG, l'homme le plus puissant de l'entreprise. « Je ne savais pas que vous étiez là, monsieur », a-t-elle bégayé les mains tremblantes. « S'il vous plaît, oubliez ce que vous avez entendu. » Adrien a fait un pas. « Pourquoi laissez-vous les gens vous traiter de la sorte ?»« Je ne les laisse pas. C'est juste que... » Sophie a essayé de s'éloigner, mais elle était coincée contre la paroi de l'ascenseur. « Avez-vous honte de qui vous êtes ?» Sa voix était ferme, mais exempte d'agressivité. « Cela ne vous regarde pas. » Les mots sont sortis plus durement qu'elle ne l'aurait voulu. Adrien l'a observé attentivement pendant un long moment. Puis il a pris l'interphone de l'ascenseur. « Annulez toutes mes réunions d'aujourd'hui. Convoquez le service des ressources humaines et l'équipe de Sophie à la salle de conférence. Immédiatement. » Sophie a écarquillé les yeux. « Qu'allez-vous faire ?» Adrien a appuyé sur le bouton pour libérer l'ascenseur. Les portes se sont ouvertes. « M'assurer que cela n'arrive plus jamais. » 3 ans auparavant, Sophie Dubois était assise seule aux funérailles de sa grand-mère. Il n'y avait personne d'autre qu'elle et le prêtre. La femme qui l'avait élevée depuis ses 16 ans, après la mort de ses parents dans un accident de voiture, était désormais partie elle aussi. Sophie avait 19 ans et était complètement seule au monde. Cette nuit-là, en regardant le petit appartement dont elle avait hérité, elle a pris une décision. Elle ne serait plus une victime. Elle allait étudier, travailler, construire quelque chose. N'importe quoi pour ne plus ressentir ce vide étouffant. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Pendant les 5 années qui ont suivi, Sophie se levait à 5 heures du matin. Elle se rendait à l'université pour des études d'analyse de système dans un bus bondé. Elle travaillait à temps partiel comme téléopératrice. Elle étudiait jusqu'à minuit, dormait 4 heures et recommençait. Elle n'avait pas de temps pour les fêtes, pas de temps pour les amis, pas de temps pour les petits amis. Lorsqu'elle a finalement décroché un stage chez Delacroix Numérique, l'entreprise technologique la plus renommée du pays, Sophie a cru que sa vie allait changer. Elle serait reconnue, valorée, visible. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Sophie était brillante. Ses rapports d'analyse de données identifiaient des tendances que personne d'autre ne voyait. Elle résolvait des problèmes d'algorithmes complexes en quelques heures. Pourtant, ses supérieurs utilisaient son travail dans des présentations sans jamais mentionner son nom. Et socialement, elle était invisible. Les autres analystes, Camille et Manon, organisaient des happy hours sans jamais l'inviter. Elle riait de blagues internes que Sophie ne comprenait pas. Elle sortait déjeuner et revenait avec des histoires de bars, de soirées, de rencontres. Sophie déjeunait seule à la cafétéria, mangeant son repas froid. Quand Camille a commencé à faire des remarques sur l'apparence de Sophie, on dirait une bibliothécaire des années 50, elle a ignoré. Quand Manon lui a demandé si elle n'avait jamais eu de vrai petit ami, Sophie a détourné la conversation. Mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, après 5 heures d'affilée passées à corriger une erreur critique dans le système, erreur que personne d'autre qu'elle n'avait réussi à résoudre, Sophie a entendu Camille dire à Manon « Je parie qu'elle va mourir vierge. Personne ne voudrait d'une femme aussi fade. » Ce fut la goutte d'eau. Sophie est montée dans cet ascenseur anéanti, fatiguée d'être invisible, fatiguée d'être jugée. Et c'est alors qu'Adrien Delacroix a entendu la confession qui allait tout changer. Sophie avait toujours eu un rêve secret,
Ce n'était pas de devenir PDG ou millionnaire. Ce n'était ni la célébrité, ni la reconnaissance. C'était quelque chose de beaucoup plus simple, presque embarrassant à admettre. Elle voulait être vue. Enfant, avant l'accident, ses parents la traitaient toujours comme quelqu'un de spécial. Son père l'appelait « ma brillante scientifique » lorsqu'elle assemblait des puzzles difficiles. Sa mère disait qu'elle avait un cœur immense dans un petit corps. Après leur départ, Sophie est devenue un fantôme. Sa grand-mère l'aimait mais était vieille et fatiguée. Sophie a appris à ne pas demander d'attention. Elle a appris à résoudre ses propres problèmes. Elle a appris à être silencieuse, efficace, invisible. Mais au fond d'elle, elle rêvait toujours. Elle rêvait qu'un jour quelqu'un la regarderait vraiment, et lui dirait « Tu comptes, tu es spécial, tu mérites d'être aimé ». Quand elle a obtenu le stage chez Delacroix Numérique, Sophie a cru que c'était le début. Elle a vu l'immeuble miroitant, imposant, et a pensé « Ici, je vais prouver ma valeur. Ici, les gens me reconnaîtront ». Pendant les 3 premiers mois, elle a travaillé frénétiquement. Elle restait tard pour revoir les codes. Elle créait des rapports détaillés. Elle proposait des solutions créatives. Son superviseur direct, Étienne, prenait systématiquement son travail et le présentait comme le sien. Sophie a attendu. Peut-être qu'il teste ma patience, pensait-elle. Après 6 mois, elle a finalement trouvé le courage. Elle a abordé Étienne à la cafétéria. J'ai remarqué que le rapport d'optimisation que j'ai créé a été utilisé dans la présentation d'hier, a-t-elle dit, essayant de paraître confiante. Je voulais savoir si je pourrais participer aux prochaines réunions stratégiques. Étienne a ri. Ce n'était pas un rire cruel, mais pire, c'était un rire de pitié. Sophie, tu es stagiaire, tu fais des rapports, tu ne prends pas de décision. Il lui a tapoté l'épaule. Continue à faire ton travail correctement, et un jour, qui sait, tu deviendras analyste junior. Elle a ravalé ses larmes. Une semaine plus tard, Camille, qui était arrivée 3 mois après Sophie et avait la moitié de ses performances, a été promue analyste senior. Quand Sophie a demandé au RH pourquoi elle n'avait pas été considérée, la réponse fut « Camille a une meilleure adéquation culturelle. Elle communique bien avec l'équipe. » Traduction, Camille était jolie, extravertie, sortait boire avec les managers. Sophie était compétente mais invisible. Cette nuit-là, Sophie a pleuré pour la première fois depuis des années. Non par colère, mais par résignation. Elle a compris quelque chose de dévastateur, peu importait à quel point elle travaillait, à quel point elle était douée. Le monde ne récompensait pas le talent discret. Le monde récompensait ceux qui savaient se vendre. Et Sophie n'avait jamais appris à se vendre. Elle avait seulement appris à survivre, jusqu'à ce qu'Adrien Delacroix entende sa confession dans cet ascenseur. Et tout a basculé. Sophie a couru aux toilettes des femmes avant que quelqu'un ne la voie pleurer. Elle s'est enfermée dans une cabine et a glissé contre la porte jusqu'à s'asseoir sur le sol froid. Le PDG avait entendu. Adrien Delacroix, l'homme le plus important de l'entreprise, l'avait entendu admettre qu'elle était vierge, qu'elle n'avait jamais été embrassée, qu'elle était pathétique. Elle a enfoui son visage dans ses mains. Les larmes brûlaient. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse. Elles étaient d'une humiliation pure. Comment pourrait-elle le regarder à nouveau? Comment pourrait-elle continuer à travailler ici, sachant qu'il la voyait comme une pauvre chose? Sophie a pris une profonde inspiration, essayant de se calmer. Mais les souvenirs sont arrivés en cascade. Elle s'est souvenue de la première fois qu'elle a réalisé qu'elle était différente des autres filles. Elle avait 15 ans. Ses camarades de classe parlaient de baisers, de petits amis, d'être allée trop loin avec un garçon à une fête. Sophie n'allait jamais aux fêtes. Elle s'occupait de sa grand-mère, qui venait de subir un AVC. À 18 ans, lorsqu'elle est entrée à l'université, Sophie a cru qu'elle allait enfin vivre ses expériences. Mais la réalité a été autre. Elle travaillait le jour, étudiait la nuit. Quand elle rentrait à la maison, elle s'écroulait de fatigue. Les garçons de l'université organisaient des barbecues. Sophie était invitée par politesse, mais n'y allait jamais. Elle n'avait pas d'argent pour contribuer aux boissons ou à la nourriture.
et elle n'avait pas l'énergie de faire semblant de s'intégrer. Une fois, un camarade appelé Hugo a montré de l'intérêt. Il était gentil, intelligent. Sophie a ressenti quelque chose pour la première fois, un espoir timide que peut-être enfin quelqu'un la désire. Hugo l'a invitée à sortir. Sophie a accepté, excitée. Elle a dépensé toutes ses économies pour une nouvelle tenue. Elle a répété des conversations devant le miroir. Le jour du rendez-vous, Hugo a annulé. Il a dit qu'il avait une urgence familiale. 2 semaines plus tard, Sophie l'a vu embrasser une autre fille à la bibliothèque. Elle a compris, il n'avait jamais eu de réel intérêt. Ce n'était que de la pitié. Après cela, Sophie a construit des murs. Elle a décidé que les relations n'étaient pas pour elle. Elle avait des objectifs plus grands. Elle réussirait professionnellement. Cela suffirait. Mais au fond, elle sentait toujours le vide. Les nuits seule dans son appartement, Sophie s'imaginait à quoi cela ressemblerait d'avoir quelqu'un. Pas de sexe, elle n'y pensait même pas. Juste quelqu'un qui l'embrasserait. Quelqu'un qui lui demanderait comment s'était passée sa journée. Quelqu'un qui resterait. Elle regardait ses collègues, toujours à parler de petits amis, de maris, de liaisons compliquées. Et Sophie faisait semblant de ne pas s'en soucier. Elle faisait semblant d'être bien seule. Mais ce n'était pas le cas. La vérité qu'elle n'avait jamais admise à haute voix, jusqu'à ce maudit ascenseur, était qu'elle avait peur. Peur de ne jamais être choisie. Peur de mourir sans jamais avoir été aimée. Et maintenant, le PDG de l'entreprise était au courant. Il avait vu sa vulnérabilité à vif. Sophie a regardé son téléphone. Elle avait 3 messages non lus des RH. Se présenter à la salle de conférence. Urgent. Elle savait ce que cela signifiait. Adrien allait agir. Peut-être la licencier pour éviter l'embarras, ou pire, peut-être offrir une aide psychologique comme si elle était une employée à problème. Sophie s'est levée. Elle s'est lavé le visage à l'eau froide. Elle s'est regardée dans le miroir. La fille qui y était reflétée était mince, pâle, les yeux bouffis, pathétique. « Tu as toujours su que tu n'étais pas assez », s'est-elle murmurée. « Tu as arrêté de faire semblant, maintenant ». Elle a ajusté ses lunettes, lissé sa blouse froissée et est sortie des toilettes. Lorsqu'elle est arrivée à la salle de conférence, tous les regards se sont tournés vers elle. Camille et Manon étaient livides. Étienne avait l'air confus. Le personnel des RH affichait des expressions sérieuses. Et Adrien Delacroix se tenait debout, au bout de la table, les bras croisés, la fixant directement. « Asseyez-vous, Sophie », a-t-il dit. Ce n'était pas une demande, c'était un ordre. Sophie a obéi, sentant ses jambes trembler. Elle ne le savait pas encore, mais elle était sur le point de découvrir que le fond du gouffre n'est pas toujours la fin. Parfois, c'est le commencement. Vous êtes-vous déjà senti ainsi, comme si le monde entier vous jugeait pour quelque chose que vous n'aviez pas choisi d'être, comme si votre vulnérabilité était une faiblesse plutôt qu'une marque de courage? Sophie est sur le point de découvrir que parfois, la bonne personne écoute au bon moment. Mais Adrien veut-il vraiment l'aider ou a-t-il ses propres démons à affronter? Parce que ce qui s'est passé dans cette salle de conférence a tout changé. Restez jusqu'à la fin. Vous ne le croirez pas. Adrien a commencé la réunion d'une voix calme, mais il y avait de l'acier derrière chaque mot. Je vous ai tous convoqués ici parce que j'ai reçu un signalement de comportement inapproprié sur le lieu de travail. Il a marqué une pause, laissant le silence peser. Harcèlement moral, intimidation en entreprise, micro-agression systématique. Camille a dégluti difficilement. Manon a regardé le sol. « Je vais être très clair », a poursuivi Adrien. « Cette entreprise a une tolérance zéro pour toute forme d'humiliation entre employés. Peu m'importe si c'est une blague, peu m'importe si vous pensez que c'est inoffensif. » Il a marché lentement autour de la table, passant devant chaque personne. « Si je découvre que quelqu'un ici a fait des commentaires désobligeants sur la vie privée, l'apparence ou les choix d'un collègue, il s'est arrêté derrière Camille et Manon. Cette personne sera licenciée pour faute grave, sans préavis. » Le silence était étouffant. Sophie était figée. Elle ne s'attendait pas à cela. Elle s'attendait à être licenciée, pas défendue.
Adrien est retourné au bout de la table. Maintenant, parlons de méritocratie. Il a pris un dossier et l'a ouvert. Au cours des 6 derniers mois, une analyste de cette équipe a résolu 17 problèmes critiques du système. Elle a créé 3 algorithmes d'optimisation qui ont augmenté notre efficacité de 22%. Elle a identifié des failles de sécurité qui auraient pu nous coûter des millions. Il a regardé directement Sophie. Cette analyste n'a jamais été reconnue. Elle n'a jamais été promue. Son nom n'a jamais été mentionné dans les présentations où son travail a été utilisé. Étienne, le superviseur, est devenu rouge. « Cela se termine aujourd'hui », a déclaré Adrien. Sophie Dubois est promue analyste senior immédiatement, et elle me rendra compte directement. Le choc dans la pièce était palpable. Camille et Manon étaient abasourdis. Étienne semblait sur le point de s'évanouir. Sophie ne pouvait plus respirer. Adrien la regardait pour la première fois avec autre chose que de l'autorité. C'était presque du respect. « Je n'ai pas fait cela par pitié », a-t-il dit, la fixant toujours. « Je l'ai fait parce que la compétence ne devrait pas être invisible, et le talent ne devrait pas être gaspillé. » Il a fermé le dossier. La réunion est terminée. Tout le monde peut partir. Sophie, vous restez. Tout le monde est sorti rapidement. La porte s'est refermée. Sophie et Adrien se sont retrouvés seuls pour la 2e fois ce jour-là. Et Sophie a finalement trouvé sa voie. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» Adrien s'est assis sur la chaise à côté d'elle. Pas au bout de la table, mais à côté. Parce que quelqu'un devait le faire. Dans les 2 semaines qui ont suivi, la vie de Sophie a complètement changé. Elle a eu son propre bureau. Non plus ce poste partagé dans un coin de la pièce, mais un bureau vitré à côté de celui d'Adrien. Elle avait un accès direct aux systèmes principaux. Elle participait aux réunions stratégiques. Et pour la première fois de sa vie, Sophie était écoutée. Quand elle proposait une solution, les gens prenaient des notes. Quand elle identifiait un problème, des équipes entières étaient mobilisées. Quand elle parlait, le silence était celui de l'attention, non du mépris. Camille et Manon l'évitaient comme si elle était radioactive. Étienne a été transféré dans un autre service. Réorganisation stratégique, selon le communiqué officiel. Mais la vérité était que tout le monde savait que Sophie bénéficiait de la protection directe du PDG. Et cela l'effrayait autant que cela la rendait puissante. Travailler près d'Adrien était déconcertant. Il était exigeant. Quand Sophie lui remettait un rapport, il le révisait ligne par ligne, posant des questions pointues qui la forçaient à approfondir sa réflexion. Il n'acceptait pas les réponses superficielles. Il voulait l'excellence, mais il était également juste. Quand Sophie réussissait, il le reconnaissait devant tout le monde. Quand elle faisait une erreur, il la corrigeait en privé, expliquant le raisonnement sans l'humilier. Et il y avait des moments étranges. Des moments où Adrien faisait une pause au milieu d'une réunion et regardait par la fenêtre avec une expression lointaine, presque mélancolique. Des moments où il travaillait jusqu'à 22 heures, seul dans son bureau, comme s'il fuyait quelque chose. Un soir, Sophie était en train de finaliser un code lorsqu'elle a remarqué que la lumière du bureau d'Adrien était encore allumée. Il était 23h15. Elle a frappé à la porte. « Puis-je entrer ?» Adrien a levé les yeux de l'écran. Il avait l'air épuisé, pas physiquement, émotionnellement. « Vous êtes encore là ?» a-t-il dit. Ce n'était pas une question. « Vous aussi. » Sophie a fait un pas à l'intérieur. « Est-ce que quelque chose ne va pas ?» Adrien est resté silencieux pendant un long moment. Puis il a fait quelque chose d'inattendu. « Asseyez-vous. » Sophie a obéi. « Vous avez de la famille, Sophie ?» La question l'a prise au dépourvu. « Non. J'ai perdu mes parents à 16 ans. Ma grand-mère est morte il y a 2 ans. Et vous ?» Adrien a souri, mais il n'y avait aucune joie dans ce sourire. « Mon père est mort il y a 7 ans. Ma mère vit à Paris et ne me parle plus depuis 5 ans. J'ai un frère qui ne me contacte que lorsqu'il a besoin d'argent. » Sophie a cligné des yeux. Elle n'aurait jamais imaginé qu'Adrien Delacroix, l'homme qui dirigeait un empire, était seul. « Alors nous sommes seuls tous les deux », a-t-elle dit doucement. Adrien l'a regardée avec une expression proche de la vulnérabilité. « Oui,
Mais vous semblez mieux le gérer que moi. Sophie n'a pas su quoi répondre. Parce qu'elle ne le gérait pas mieux. Elle faisait juste très bien semblant. Adrien s'est levé et est allé à la fenêtre, observant la ville illuminée en bas. Vous savez pourquoi j'ai fait cela? Dans la salle de conférence? Sophie a secoué la tête. Parce que je vous ai vu dans cet ascenseur. Il a marqué une pause. Et je me suis souvenu de moi. Il y a des années. Vous? Sophie n'a pas pu cacher sa surprise. Vous êtes le PDG le plus prospère du secteur. Comment pouvez-vous vous comparer à moi? Adrien a ri sans humour. Le succès est relatif, Sophie. J'ai construit cette entreprise. Mais j'ai perdu tout ce qui comptait dans le processus. Il s'est tourné vers elle. Quand j'avais 18 ans, j'avais une petite amie, Mélissa. Nous étions jeunes, amoureux, stupides. Sa voix est devenue plus basse. Elle est tombée enceinte. Sophie a retenu son souffle. Mon père venait de me donner un poste junior dans l'entreprise. J'étais obsédé par l'idée de prouver ma valeur. Je travaillais 16 heures par jour. Mélissa implorait de l'attention. Je lui disais que c'était temporaire, qu'après je serais présent. Il a serré les poings. Elle a perdu le bébé seul, à l'hôpital, parce que j'étais à une réunion de budget que j'estimais plus importante. Sophie a senti les larmes brûler. Adrien, elle ne m'a jamais pardonné. Je ne me suis jamais pardonné. Il a regardé directement Sophie. J'ai passé les 17 dernières années à construire des murs, à me convaincre que les émotions sont des faiblesses, que le travail est tout ce qui compte. Il a fait un pas vers elle. Mais quand je vous ai entendu dans cet ascenseur, si honnête, si vulnérable, même en sachant que vous seriez jugé, sa voix a failli. J'ai réalisé que vous êtes plus courageuse que je ne l'ai jamais été. Sophie s'est levée. Vous n'êtes pas faible, Adrien. Vous portez juste un poids trop lourd. Pour la première fois, Adrien a semblé véritablement surpris. Comment parvenez-vous à me voir ainsi? Après tout, Sophie a esquissé un demi-sourire. Parce que les gens brisés reconnaissent les autres gens brisés. Ils sont restés là, dans le silence de la nuit, deux êtres solitaires trouvant du réconfort l'un dans l'autre. Et pour la première fois depuis des années, aucun des deux ne s'est senti complètement seul. Mais Sophie ne le savait pas encore. La proximité peut guérir ou détruire, et le passé d'Adrien était sur le point de ressurgir. Un mois après cette conversation, Sophie se trouvait face à un dilemme qu'elle n'aurait jamais imaginé. Elle tombait amoureuse d'Adrien Delacroix. Ce ne fut pas un coup de foudre. Ce fut graduel. Ce fut dans les petits gestes que personne d'autre ne voyait. La façon dont il laissait toujours du café frais sur son bureau avant les réunions matinales. Comment il se souvenait qu'elle n'aimait pas le sucre. Comment il envoyait des messages tard le soir pour lui demander si elle avait dîné, car il savait qu'elle oubliait quand elle était concentrée. Comment il la regardait pendant les réunions, non avec l'autorité d'un chef, mais avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. Et cela terrorisait Sophie, parce qu'Adrien Delacroix n'était pas pour elle. C'était un PDG milliardaire, sophistiqué, avec le monde à ses pieds. Elle n'était qu'une analyste de 24 ans qui n'avait jamais été embrassée. La réalité a frappé fort lorsqu'Adrien l'a invitée à un dîner d'entreprise avec des investisseurs internationaux. « Vous devez être là », a-t-il dit. « Votre projet d'optimisation va être présenté. Vous méritez le crédit. » Sophie a accepté, mais elle l'a regretté au moment où elle est entrée dans la salle. Tout le monde était une personne importante. Des hommes en costumes italiens. Des femmes en robes de créateurs avec des coupes de champagne et des conversations fluides en 3 langues. Et Sophie était là avec sa seule robe de soirée, achetée dans un grand magasin 5 ans auparavant, se sentant totalement décalée. Mais le pire, c'est quand elle a vu Adrien. Il était entouré de 2 femmes éblouissantes. L'une d'elles, une dirigeante française, lui touchait le bras en riant de quelque chose qu'il avait dit. L'autre, une investisseuse brésilienne, regardait Adrien avec une intention claire. Il était charmant, confiant. Il appartenait à ce monde. Et Sophie a réalisé avec une clarté douloureuse. Elle n'y appartiendrait jamais. Elle est sortie de la salle avant que quiconque ne la remarque. Elle est allée aux toilettes et s'est regardée dans le miroir. « Tu es pathétique », a-t-elle murmuré. « Il t'a donné une promotion. Il a été gentil. Et tu as cru que tu étais spécial ?» Elle a respiré profondément.
s'est essuyé les yeux et est retournée à l'événement. Mais elle a gardé ses distances. Elle a rempli les formalités, présenté son projet et est partie tôt. Adrien lui a envoyé un message. « Où êtes-vous? J'ai besoin de vous présenter à des investisseurs. » Sophie a répondu. « Je ne me sens pas bien. Je suis rentrée chez moi. » Il n'a plus répondu cette nuit-là. La semaine suivante, Sophie a commencé à l'éviter. Elle répondait aux emails de manière concise. Elle évitait les conversations personnelles. Elle se concentrait uniquement sur le travail. Adrien l'a remarqué. Bien sûr qu'il l'a remarqué. Un vendredi, il est apparu à son bureau. Mon bureau. Maintenant. Sophie y est allée, le cœur battant à tout rompre. Adrien a fermé la porte. Que se passe-t-il? Rien. Sophie, ne me mentez pas. Il a croisé les bras. Vous m'évitez depuis une semaine. Ai-je fait quelque chose de mal? Non, vous n'avez rien fait de mal. Sophie s'est levée, frustrée. Vous avez été parfait. Vous l'êtes toujours. Alors qu'est-ce que c'est? C'est moi. Le mot est sorti comme un cri. C'est moi qui n'appartiens pas à votre monde, Adrien. Je vous ai vu à ce dîner, entouré de femmes incroyables, sophistiquées, qui savent parler, s'habiller, exister dans ces espaces. Les larmes ont commencé à couler. Et puis je me suis regardé. Ce que je suis. Une vierge de 24 ans qui ne sait rien de rien, qui ne sera jamais suffisante pour quelqu'un comme vous. Adrien est resté dans un silence absolu. Sophie a essuyé ses larmes. Alors, s'il vous plaît, soyez juste mon chef. Ne soyez pas gentil. Ne me faites pas croire que je peux avoir quelque chose qui ne sera jamais à moi. Elle s'attendait à ce qu'il dise quelque chose. N'importe quoi. Mais Adrien s'est contenté de la regarder avec une expression que Sophie n'a pas pu déchiffrer. Et puis il a fait la seule chose à laquelle elle ne s'attendait pas. Il est sorti de la pièce sans dire un mot. Sophie a passé tout le week-end à la maison, sans bien manger ni dormir. Le téléphone a sonné 17 fois, tous des appels d'Adrien. Elle n'a répondu à aucun. Le lundi, elle est arrivée tôt au bureau, déterminée à démissionner. Elle ne pouvait plus travailler près de lui. Pas après avoir tout avoué. Mais lorsqu'elle est arrivée à son bureau, il y avait une boîte en carton. À l'intérieur, une lettre manuscrite et une clé. Sophie a ouvert la lettre, les mains tremblantes. « Sophie, vous avez dit que vous ne seriez jamais suffisante pour quelqu'un comme moi. Vous avez raison. Non pas parce que vous êtes insuffisante, mais parce que je ne serai jamais suffisant pour quelqu'un comme vous. Vous avez survécu seule. Vous avez construit votre vie à partir de zéro. Vous n'avez jamais eu besoin de validation externe pour être brillante. Vous êtes authentique, courageuse et réelle d'une manière que j'ai oubliée. Ces femmes au dîner, elles voulaient mon argent, ma position, mon réseau. Vous êtes la seule personne qui m'a regardé et n'a vu que Adrien, l'homme brisé qui travaille tard parce qu'il a peur de rentrer chez lui dans le vide. La clé est celle de mon appartement. Je ne vous demande rien. Je veux juste que vous sachiez. Vous aurez toujours un endroit où vous êtes la bienvenue. Vous aurez toujours quelqu'un qui vous voit, qui vous choisit, non pas malgré qui vous êtes, mais exactement pour qui vous êtes. Si vous voulez me donner une chance, je vous attendrai. Si vous ne voulez pas, je comprendrai. Mais s'il vous plaît, ne démissionnez pas. Cet endroit a besoin de vous bien plus qu'il n'a besoin de moi. Avec tout mon respect et quelque chose de bien plus grand que je ne peux nommer, Adrien. Sophie l'a lu 3 fois, puis elle a regardé à travers la fenêtre de verre vers son bureau. Adrien était là, debout, la fixant directement. Elle s'est levée, a marché jusqu'à sa porte, a ouvert sans frapper. « Je n'ai jamais été embrassée », a-t-elle dit, la voix tremblante. « Je ne sais pas comment faire ça. Je vais probablement être nulle. » Adrien a fait un pas vers elle. « Alors apprenons ensemble. » Et quand il l'a finalement embrassée, doucement et prudemment comme si elle était quelque chose de précieux, Sophie a compris quelque chose de fondamental. Elle avait toujours été suffisante. Elle avait juste besoin de quelqu'un qui sache la voir. 6 mois après ce baiser, Sophie se tenait devant une salle remplie de jeunes stagiaires de Delacroix numérique. Elle avait été invitée à donner une conférence sur son parcours. « Quelqu'un ici s'est-il déjà senti invisible ?» a-t-elle demandé. Presque toutes les mains se sont levées. Sophie a souri. « Moi aussi, pendant des années, j'ai cru que mon inexpérience dans les relations me rendait moins précieuse,
que ma timidité était une faiblesse, qu'être différente était une erreur. Elle a marqué une pause. Mais j'ai appris quelque chose de fondamental. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse. C'est la forme la plus pure de courage. Une stagiaire a levé la main. Comment avez-vous surmonté l'insécurité? Je ne l'ai pas complètement surmontée, a admis Sophie avec honnêteté. J'ai encore des jours où je me regarde dans le miroir et je me pose des questions. Mais j'ai appris que je n'ai pas besoin d'être parfaite pour être aimée. Et vous non plus. Elle a regardé autour d'elle. Vous allez rencontrer des gens qui jugeront vos choix, qui riront de votre inexpérience, qui essaieront de vous faire sentir petite. Mais leur opinion ne définit pas votre valeur. Une seule personne a besoin de vous voir, pour de vrai, et cette personne peut tout changer. Quand la conférence s'est terminée, Adrien était adossé à la porte, regardant. Il avait les larmes aux yeux. « Tu as été incroyable !» a-t-il chuchoté quand ils se sont retrouvés seuls. Sophie l'a serré dans ses bras. « Nous avons été incroyables. Je ne serais jamais arrivé ici sans toi. »« Faux !» a corrigé Adrien. « Tu l'as toujours eu en toi. J'ai juste allumé la lumière. » Et tandis qu'ils sortaient ensemble de cet immeuble, non plus comme chef et employé, mais comme deux personnes qui avaient choisi de voir et d'être vues, Sophie a finalement compris l'héritage qu'elle voulait laisser. Tout le monde mérite d'être choisi. Tout le monde mérite d'être vu, surtout par soi-même.